L'angoisse et l'anxiété, ça bouffe la vie. Ces mots qui sont pourtant si petits, si simples, ils peuvent prendre des proportions énormes. Ça peut empêcher d'avoir des projets, de manger, de respirer correctement, en fait de vivre correctement. Ça a créé des problèmes de santé, des problèmes de peau, bref, des problèmes de vie en fait. C'est invisible pour tous mais énorme pour soi-même. C'est comme un sac de 100 kilos à porter au quotidien. C'est comme avoir l'impression que tout est lourd, tout le temps. Mais à force, ce poids, on peut le décharger. Avec entraînement, avec thérapie, on peut s'en sortir. Bonjour à tous, bienvenue dans Chronique de vie, le podcast qui se pose des questions sur la santé mentale et le développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder un gros dossier, vu qu'il s'agit des angoisses ou plus généralement de l'anxiété. Je fais de l'anxiété depuis très longtemps, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, mais aujourd'hui, je sais mieux gérer mon anxiété, je sais mieux me faire du bien au mental quotidiennement. Mais surtout par plein de conseils que je vais essayer de te donner, c'est plus du tout un poids. Et j'ai appris à un peu dompter tout ça. C'est pas parfait tout le temps, on va pas se mentir, il y a des fois où c'est beaucoup plus réveillé que d'autres fois. Mais de manière générale, c'est vraiment plus quelque chose que j'ai apporté au quotidien, comme ça a pu être le cas avant. Alors bien sûr, il y a des situations qui vont réveiller mon anxiété, qui vont me faire des crises d'angoisse. Mais avant, quand les crises d'angoisse étaient quotidiennes, voire plusieurs fois par jour, maintenant, ça l'est plus autant. Maintenant, ça va être réveillé, j'en sais rien, quand un événement où quelqu'un va me faire réveiller un trauma ou une blessure pas forcément bien guérie. Dis-toi juste qu'en fait, l'état dans lequel tu es maintenant, l'anxiété que tu es en train de traverser, où tu penses que ce sera pour toujours, c'est pas figé pour la vie. Faut juste, en fait, prendre la main dessus et reconstruire tes synapses. Et dans tous les cas, je pars du principe que rien n'est figé pour la vie. Tu peux travailler sur tout, c'est juste que c'est un immense jeu de patience et un immense travail. Et faut pas être feignant, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Et il y a une différence aussi entre l'anxiété qu'on a tout le temps et le stress. Le stress, moi je considère que parfois ça peut être du bon stress. Genre le stress avant un examen ou le stress avant, j'en sais rien, le permis, le stress avant une réunion importante. Tout ça pour moi c'est des bons stress, c'est parce que c'est des choses qui comptent, parce que si on s'en fout, on stresse pas. Comme je le dis souvent, comme je le répète pratiquement à chaque épisode, je suis pas médecin. Tout ce que je dis c'est juste mon ressenti et mon vécu d'une fille dans sa vingtaine. Et c'est des recherches et juste des conseils que je pourrais donner à une copine qui a de l'anxiété, quoi. Déjà pour commencer, je pense que ce serait cool de définir un peu l'anxiété et de se demander en fait c'est quoi. L'anxiété, c'est les angoisses, mais de mes versions un peu plus généralisées, on va dire. C'est des angoisses en fait constantes au quotidien. L'anxiété, c'est vivre plus dans le futur que dans le moment présent. En général, quand on fait de l'anxiété, on vit carrément dans le futur. Et vouloir un peu soigner son anxiété, c'est remettre les pieds dans le moment présent et beaucoup plus profiter du présent et de l'instant T en fait. L'anxiété, ce sont des pensées négatives et souvent craintives qui traversent notre esprit lorsqu'un futur événement, aux conséquences incertaines, se présente à toi. C'est vouloir surinterpréter un événement qui n'est pas encore arrivé. Donc c'est là où je dis que c'est vivre dans le futur. C'est quelque chose qui va arriver. Et c'est avoir des pensées incessantes et constantes à vouloir contrôler ce qui va se passer alors que ce n'est même pas encore arrivé. Donc c'est là où je dis que réduire l'anxiété, c'est dire en fait, je sais pas ce qui va arriver, je verrai bien. Et le cerveau d'un anxieux, de manière générale, il voit quand même tout ce futur comme hyper négatif. Alors que ça pourrait être aussi positif, quoi. Notre cerveau, il cherche constamment à prévoir, analyser, surinterpréter. Ton cerveau, il ne fait plus la différence entre une vraie action négative et une action que tu as sortie de ton imagination. Donc, ta réaction, elle va être la même, que ce soit pour une vraie action négative ou pour une action sortie de ton imagination.
parce que ton cerveau en fait tellement un big deal qu'il convainc ton corps que c'est une situation réelle et ta réaction va être réelle. La crise d'angoisse, l'eczéma, etc. Tu remplis ton cerveau avec en fait tes peurs et tes insécurités. Et l'anxiété les rend beaucoup plus grosses et beaucoup plus importantes. Donc tu vas inventer, mais alors toute une situation. Et tu y crois. Et en fait c'est ça qui est le plus dur, c'est d'arriver à capter entre ce que ton cerveau a inventé et ce qui est la vraie vie. Et c'est hyper dur de se dire que son propre cerveau nous veut du mal en fait. Le cerveau, il est ultra puissant. J'en parle dans beaucoup d'épisodes, mais moi le cerveau, je le trouve hyper intéressant et impressionnant de ce qu'il est capable de faire. Tout déjà, le psychosomatique, c'est hyper intéressant. C'est le cerveau par réponse à des traumas psy, à des choses qui vont pas dans sa tête, des choses que le cerveau arrive pas à régler. Il va envoyer des signaux au corps de donner certaines maladies pour pouvoir donner des signaux d'alerte. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ou les dénis de grossesse. Je trouve que les dénis de grossesse, alors je touche du bois maintenant parce que je ne sais pas du tout que ça m'arrive, mais je trouve ça tellement intéressant. Et je me rappelle que quand j'étais en médecine, notre prof de genre tout ce qui était néonatal, etc., elle nous disait que c'était un des plus grands mystères pour la science, pour la médecine de manière générale, parce que c'est vraiment le cerveau qui va dire au corps je ne suis pas prêt à avoir un enfant pour X ou Y raison, ça on n'est pas là pour connaître les raisons, et le corps, pendant 9 mois, va complètement cacher une grossesse. Et pas que physiquement, c'est que les organes vont continuer à travailler normalement, comme s'il n'y avait pas de grossesse, qu'il n'y a aucun symptôme, qu'on continue à avoir ses règles, je trouve que c'est une dinguerie, et c'est vraiment l'exemple typique de l'impact du cerveau sur le corps. Et ça, c'est une folie. Et ça revient aussi à ça, c'est l'anxiété, l'impact du cerveau sur le corps et donc sur la vie, sur tout, en fait. Cet impact-là, il est immense. Et on se rend pas compte, ou les autres se rendent pas compte, quand on n'est pas dedans, en fait. Que ce soit par les maladies que ça peut créer, parce que ce soit les freins que ça peut faire, les freins sociaux, les freins par le boulot, tout ça, c'est une dinguerie. Et on parle juste d'un organe dans ta tête. C'est fou. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai décidé de plus vivre dans le futur. Attention, ça a ses limites. Je suis absolument pas parfaite. J'ai encore des petites choses à travailler. Mais quand je capte en fait que je suis en mode anxiété de ouf et que je suis en mode prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées, prévoir et suranalyser, surinterpréter ce qui va arriver, ce qui pourrait potentiellement arriver, j'essaye de me remettre en question en mode mais en fait tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qui va arriver, du moment que tu fais le mieux pour toi et le mieux pour aller bien au moment T, c'est bon. Donc moi aujourd'hui j'ai fait un énorme travail pour apprendre à vivre dans le moment présent et ça a quand même vachement réduit mes angoisses. Comme je dis, ça survient toujours de temps en temps, je suis pas parfaite, mais de manière générale, c'est plus quotidien, c'est assez ponctuel. Et quand elles surviennent, quand ça m'est arrivé encore récemment de faire une crise d'angoisse, alors que ça m'était pas arrivé depuis un moment, alors que vraiment avant c'était tout le temps. Je sais mieux dealer avec. Aujourd'hui je sais qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je dois me dire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y remédier. Et après cette crise d'angoisse, maintenant je sais me dire bon ok, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée, sur quoi il faut travailler, qu'est-ce que ça a fait ressurgir comme blessure. Tout ça, c'est ça qui est aussi intéressant en fait, c'est d'apprendre à analyser son propre cerveau. Je suis aujourd'hui beaucoup plus lâcher prise et spontanée qu'avant. Et franchement, je vous le dis, c'est trop bien. C'est vraiment, quand je compare avec comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui, mais c'est trop bien. En fait, c'est avoir confiance en l'univers et se dire, dans tous les cas, tout arrive pour une raison et tout est fait pour toi. Dans le sens où, quand cet événement va arriver, toi tu feras de ton mieux, parce que tu fais toujours de ton mieux, un des catacores Toltec. Et selon la répercussion de cet événement, ça arrivera pour une raison. Et tu verras bien. Mais c'est hyper dur de se dire ça. Quand on est en plein milieu de l'anxiété un peu générale et tout, se dire ça, c'est... Enfin là, ce que je suis en train de dire, vous allez sûrement me dire, mais... Meuf, pas du tout en fait. C'est impossible. C'est possible. Ça demande juste, en fait, un travail immense. Et beaucoup de patience. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai eu du mal pendant longtemps. Parce que je suis très impatiente, faut savoir. Mais ça demande beaucoup de patience. Et accepter que, par contre, ça se fait pas en 2 semaines. Ça se fait en des mois, voire des années de travail, quoi. L'anxiété, ça a quand même un vrai impact médical
sur le cerveau. En fait, à l'origine de tous ces troubles d'anxiété, il y a un déséquilibre des circuits cérébraux qui régulent les émotions. Notamment dans l'amygdale, il y a un petit groupe de cellules qui est situé dans les profondeurs du cerveau. Et c'est ce groupe de cellules qui va être en dysfonctionnement quand on fait de l'anxiété. Donc ça a vraiment un lien médical. Il y a vraiment une dysfonction dans une partie du cerveau. Tout ça, je le sors pas de mon chapeau, hein. J'ai quand même des sources. Ça, je l'avais déjà lu, etc. Mais vu que je voulais vraiment vous dire avec les mots corrects, je suis allée chercher sur le site de la Fondation sur la recherche médicale. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment un vrai trouble neurologique. C'est pas du tout inventé, c'est pas à le prendre à la légère. Et on le voit, vous pouvez chercher sur Internet et quand le podcast sortira, je pense que je vous mettrai une story où j'essaierai de vous trouver une vidéo. Mais en fait, on peut le voir sur les IRM. Enfin, les scientifiques ont fait des recherches et ils ont fait des IRM du cerveau d'une personne anxieuse et du cerveau d'une personne pas anxieuse. Et on voit sur les deux IRM qu'il se passe pas du tout la même chose. Il y a vraiment, les groupes de cellules réagissent pas pareil, les zones du cerveau réagissent pas pareil, et c'est trop intéressant. Et au cours d'autres travaux antérieurs, en fait, il y a des chercheurs qui ont montré que l'ocytocine, qui est une molécule produite par le cerveau, et pour ceux qui ne savent pas, qui est la molécule qui va intervenir dans tout ce qui est lié à la confiance en soi, à l'empathie, à la générosité, et aussi à la sexualité. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone du plaisir ou l'hormone du bonheur, enfin voilà. Je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais en gros, c'est cette hormone qui joue un rôle clé dans la modulation de nos émotions. Et cette molécule, elle influence en particulier la perception et la réponse à la peur et à l'anxiété. Et elle interagit avec l'amygdale. Ça rejoint en fait tout ce que je dis. L'amygdale, petit groupe de cellules, il y a un court-circuit. L'ocytocine, qui est l'hormone des émotions, l'hormone de la régulation, l'hormone du bonheur, etc., l'hormone du plaisir, va influencer sur l'amygdale. Court-circuit, en fait, c'est parce que l'ocytocine n'arrive plus. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus assez produite. Et donc, ça rejoint un peu tout ce truc de l'anxiété. Et je m'exprime super mal, mais j'espère que vous avez compris, en gros, là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment un problème neuro et un problème hormonal. C'est pas sorti d'une invention, c'est pas sorti du chapeau du magicien. Il y a un vrai problème neuro et il y a un vrai problème endocrino. Il y a beaucoup de spécificités à l'anxiété, il y a beaucoup de branches différentes, l'anxiété sociale généralisée, du travail, etc. Je les connais même pas toutes, mais on va pas du tout rentrer dans ces détails-là parce que, en fait, je suis pas médecin et j'en sais rien. Et déjà, là, on est parti un peu loin, mais parce que je trouve ça intéressant aussi de voir que c'est pas inventé, il y a vraiment une influence sur le cerveau, quoi. Là, du coup, on vient de décrire et un peu définir l'anxiété, sans rentrer dans toutes ses spécificités. Dans cette partie, je voulais surtout aborder les conséquences de l'anxiété. Il y a plein de conséquences différentes, et j'ai essayé un peu de synthétiser, mais pour moi, il y a des choses assez importantes. Déjà, un gros point qu'on oublie souvent, c'est que l'anxiété, ça donne des problèmes à l'estomac, au système digestif, etc., etc. Ça a été prouvé que le stress et l'anxiété, ça influe sur ton métabolisme et sur ta digestion, par exemple. On remarque chez les personnes anxieuses qu'il y a beaucoup plus d'intolérance, beaucoup plus de problèmes digestifs. Donc toi là, en face de moi, qui fait de l'anxiété et qui a des problèmes de ventre depuis toujours, qui va voir des gastro-entérologues, qui va faire des tests allergènes, qui est intolérante à 1000 choses, est-ce que tu t'es pas dit qu'il y avait peut-être un autre lien de cause à effet et qu'il fallait peut-être plutôt aller voir vers le côté psycho, en fait. C'est changer de technique d'approche et voir peut-être d'un autre side ce qui se passe et plutôt aller chercher au niveau du cerveau. Et c'est là où je dis que le cerveau est tellement puissant, c'est qu'il va donner des problèmes digestifs par l'anxiété, le stress, etc. Et il y a bien un truc hyper connu, c'est que le stress donne un ulcère. Ça, c'est vraiment hyper connu, on l'a tous déjà entendu, elle était beaucoup trop stressée, ça lui a donné un ulcère. Mais c'est l'exemple même du stress et de l'anxiété qui va donner des problèmes de ventre. Moi, par exemple, le stress et l'anxiété de manière générale, ça influe énormément sur le ventre, le système digestif, etc. Mais ça influe aussi sur mon utérus. J'ai capté ça hyper tard. J'ai toujours eu des problèmes à ce niveau-là. Et
dès que je suis anxieuse, un peu trop longtemps. Mais vous pouvez être sûr que vous allez me retrouver en Y au fond de mon lit parce que j'ai hyper mal, comme si j'avais des contractions, quoi. Ça a vraiment, moi, une influence là-dessus. Et j'ai fait le lien il y a pas si longtemps, en fait, alors que j'ai toujours vécu avec ces douleurs-là. Je trouve ça hyper intéressant. Et depuis que je suis beaucoup moins anxieuse et depuis que je suis beaucoup plus dans l'instant présent, je trouve que j'ai quand même moins mal. J'ai toujours mal, mais avant, c'était vraiment, genre dans un mois de 31 jours, avant, c'était vraiment mes 25 jours dans le mois. Maintenant, ça va plutôt être genre une quinzaine. Ça reste beaucoup, qu'on s'entende, mais enfin, c'est tellement moindre par rapport à ce que j'ai connu que je suis un peu en mode wouhou. Également, un truc connu que tout le monde connaît, un peu comme l'ulcère, l'anxiété et le stress, ça donne des problèmes de peau. Genre l'eczéma, le vitiligo, l'alopécie. L'alopécie, c'est souvent causé par un trauma ou un choc psychologique, mais ça peut être aussi l'anxiété, hein. Ça peut venir de là. Dans tous les cas, ça, je me tâtais à vous faire un épisode, vous me direz si ça vous intéresse, mais je voulais faire un épisode sur le psychosomatique et l'influence du cerveau sur le corps et les maladies que ça peut te donner, quoi. C'est trop intéressant. Genre, franchement, en fait, on se rend compte que toutes les maladies, presque toutes, ont une influence psycho. Même le cancer, il y a des études qui ont été prouvées qu'il y a certains types de cancers, ça va être à cause d'un choc émotionnel ou à cause d'un burn-out ou ce genre de choses. Un truc que j'ai lu aussi et que je trouvais intéressant, c'est que l'anxiété, ça amène souvent à la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est ? En psychologie, les cognitions, c'est... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas si on dit cognition ou cognition. Je dis cognition. Les cognitions, c'est l'ensemble de nos croyances, nos pensées, nos valeurs, etc. Et la dissonance, c'est une contradiction. Donc, la dissonance cognitive, c'est quand nos actions, elles sont en contradiction avec ce que l'on pense, nos valeurs, etc. Exemple concret, tu détestes le mensonge. Genre, c'est un truc chez toi, mais que tu détestes quand les autres y mentent, c'est un truc que tu n'as jamais supporté, que tu ne veux pas dans tes relations. Mais tu vas mentir aux autres pour, je sais pas, glorifier ton ego auprès de quelqu'un. Et donc ensuite, tu te sens coupable parce que c'est un comportement que tu détestes. Et bien ça a été prouvé que quand tu fais de l'anxiété, des dissonances cognitives, t'en fais beaucoup. Tu fais beaucoup des actions en fait qui ne vont pas du tout avec ce que tu penses, tes valeurs, etc. Et ensuite, tu justifies ton propre mauvais comportement en te justifiant à toi-même en mode par exemple sur le mensonge, ça va, c'est pas un mensonge très grave. Quand tu travailles pour avoir une consonance positive, donc l'inverse en fait, tu as des actions qui suivent tes croyances. Donc tu es en fait beaucoup plus aligné avec toi-même et tu vas moins faire d'anxiété. Parce que quand tu fais des dissonances cognitives, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Tu vas être en mode mais attends, mais pourquoi j'ai menti, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je suis une mauvaise personne, blablabla. Et alors là tu rentres dans un cercle infernal d'angoisse en fait, qui va mener, si ça part trop loin, à une crise d'angoisse. Et quand tu travailles sur ça, tu vas faire consonance positive, tu vas être beaucoup plus aligné avec toi-même et déjà ça va enlever toute cette partie-là où tu vas être beaucoup plus bien avec toi-même. Et vu que je viens de parler des crises d'angoisse, on va quand même en parler parce que ça c'est quand même le plus gros dossier de l'anxiété et des angoisses, c'est les crises d'angoisse. De manière générale, quand t'as beaucoup d'angoisse, quand tu fais de l'anxiété, les crises d'angoisse ça vient avec. Déjà, on va pas se mytho, les crises d'angoisse c'est horrible, genre vraiment... On a l'impression qu'on est tout seul dans notre truc et que personne nous comprend et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Surtout quand on en fait à répétition, c'est horrible. Et t'en as sûrement déjà fait en ne sachant pas que c'était simplement ça, tu vois. Par exemple, au début où t'en fais, t'es sûrement allé déjà voir le médecin ou aller aux urgences parce que tu pensais que tu faisais une crise cardiaque et tout, et qu'on t'a dit, non, c'est une crise d'angoisse, et t'as dû découvrir comme ça peut-être ce que c'était. Enfin, pas de honte en tout cas si tu l'as fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a plein de symptômes, les palpitations, les tremblements, ébullition dans ta tête, tu peux pleurer, t'as du mal à respirer, t'as mal à la poitrine, t'as mal au crâne, tu vois mal. C'est vraiment plein de symptômes comme ça où tu te dis ah mais je vais crever. Déjà spoiler alerte, non tu vas pas mourir. Une crise d'angoisse n'a jamais tué personne. Et je sais qu'il y a plein de gens qui mélangent les crises d'angoisse et les crises de panique. Moi je fais vraiment la diff dans ma tête. Une crise d'angoisse c'est le bébé de la crise de panique. Et pour moi la crise de panique, j'ai dû en faire 2 fois dans ma vie sur le millier de crises d'angoisse que j'ai fait. J'ai cru vraiment que j'allais crever. Genre j'étais tétanisée vraiment et j'ai mis des heures à m'en remettre. Vraiment, mon corps, en fait, s'est archi figé. Et pour retrouver sensation de mes mains, de mes muscles, de tout ça, j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. C'est vraiment le big daron de la crise d'angoisse, quoi. Souvent, tu peux capter qu'elle va arriver en apprenant à lire tes crises d'angoisse. Alors, beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Parce que quand t'es au milieu de ça, si tu veux analyser ta crise d'angoisse, c'est pas trop ce que t'as en tête là sur le moment, parce que souvent c'est vraiment genre une ébullition de pensée et une ébullition de ton cerveau. Mais, exemple, si tu commences à avoir un nœud dans le ventre, une tension au niveau du diaphragme, tu te dis, une petite crise d'angoisse qui va arriver. Si tu commences à trembler, si tu commences à avoir le regard qui s'éparpille, tu peux capter, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'arrive à capter à peu près quand elles vont arriver, pas toujours. Mais, par exemple, hier, j'ai failli en avoir une. En fait, j'ai capté très rapidement que j'allais avoir une crise d'angoisse et j'ai fait « Ok, pourquoi tu vas avoir une crise d'angoisse ? Qu'est-ce qui t'arrive ? À quoi t'étais en train de penser ? Qu'est-ce que ça a débloqué ?» Et du coup, je l'ai pas faite parce que j'ai fait autre chose pour vider mes pensées. J'ai dessiné, par exemple. Moi, dessiner, ça me vide la tête de ouf. Et du coup, pas de crise d'angoisse. Parce qu'au bout d'un moment, on apprend aussi à analyser son corps et on se connaît de mieux en mieux et on sait détecter comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Quand je disais une tension au niveau du diaphragme tout à l'heure, faut savoir que l'angoisse, ça vient du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est imaginer un soleil avec des nerfs qui arrivent de partout. Et en fait, c'est ça le plexus solaire. Et il est en avant du diaphragme. Le plexus solaire, c'est le centre de nos émotions. Son équilibre, il va doser la peur, l'estime de soi, la fatigue, les inquiétudes, etc. Quand on évoque une boule au ventre, un nœud, en fait, c'est souvent la traduction corporelle d'un plexus solaire qui est tendu par le stress, par des émotions enfouies, refoulées, etc. Donc le plexus solaire, quand il est hyper tendu, forcément on va avoir plus peur, une estime de soi qui va être faible, on va être très fatigué, on va être surinquiet. Alors que quand il est détendu, quand il respire un peu, tout ça, ça va aller mieux aussi. Donc si tu fais pas en sorte de réduire ce point, cette tension, elle va être en surmenage, et c'est là que ça va péter en crise d'angoisse. Un exercice simple pour détendre le plexus solaire, si tu sens qu'il est tendu, si tu sens que tu as une pointe, la respiration. Tu as plein d'exercices respiratoires, je te laisse aller voir sur YouTube. Pour détendre le plexus solaire, des exercices de respiration, c'est ce qui va le mieux marcher, vraiment. Si tu vois ton sternum, tu comptes à peu près 4 cm sous le sternum et il est à peu près ici. Donc en fait c'est juste en dessous des poumons. Donc les exercices de respiration, ça va le détendre en fait, parce que tout est relié de toute façon. Un gros point aussi, comme conséquence des angoisses, de l'anxiété et tout, c'est le sommeil. L'anxiété, ça crée plein de troubles du sommeil et ça c'est chiant parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Exemple, je bosse demain, je peux pas être fatiguée, mais je stresse pour le boulot parce que je peux pas être fatiguée. Du coup j'arrive pas à m'endormir, du coup je stresse, du coup j'angoisse. Et j'arrive encore moins à m'endormir et je suis encore plus réveillée, mon cerveau il bouillonne et en fait c'est un cercle sans fin. Et les petites choses à court terme que tu peux faire pour t'aider à t'endormir, genre par exemple le t'endormir avec une série ou un film en fond ou de la musique, parce qu'au moins ton cerveau il arrête de penser et tu t'endors, mais c'est pas du tout une solution à long terme. Je sais que pendant longtemps moi je faisais ça, soit je m'endormais avec une série, soit je m'endormais avec des écouteurs et de la musique, et je l'ai encore d'ailleurs, mais j'ai une playlist pour m'endormir. Voilà, exprès. Et c'est toujours les mêmes sons, d'ailleurs. Il y en avait une dizaine. Et c'est toujours les mêmes sons parce que je les connais par cœur et du coup, il n'y a pas de surprise, genre. C'est pas du tout une solution à long terme. Faut bosser sur son anxiété et ses angoisses pour plus qu'elles t'empêchent de dormir, ça dans tous les cas. Mais à court terme, si t'es déjà en train de faire une thérapie, pourquoi pas. Ça reste quand même pas très bien à long terme. Et même pour le cerveau, le fait de s'endormir avec des écrans ou avec une stimulation mentale, c'est pas bon. Enfin, il reste en alerte. Moi, par exemple, un truc que je fais depuis toujours, c'est des insomnies. Et c'était la mère d'une copine qui avait dit ça à ma copine, parce qu'elle aussi, elle faisait beaucoup d'insomnies. Elle avait dit, mais en fait, t'es tellement anxieuse que même la nuit, ton corps et ton cerveau ne se mettent pas sur pause. Et en fait, c'était ça, genre. Même pour la nuit, mon cerveau, il bouillonne tellement qu'il faut qu'il se réveille pendant la nuit, genre, pour bouillonner. C'est vraiment un gros point chez moi. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Mes potes le savent, ma famille le sait. Genre, c'est vraiment zélie égale problème de sommeil. C'est vraiment un big deal chez moi. J'ai toujours eu ça. Et ça me fait rire parce que tous mes potes avec qui j'ai habité le savaient. Genre, c'était un big deal, genre. Peu importe où j'ai habité, ça a toujours été une galère, le sommeil chez moi, genre. Mais en fait, maintenant, je suis hyper ok avec ça. J'ai grave lâché prise de ce truc de « mais j'arrive pas à dormir, mais je fais des crises d'angoisse pendant la nuit, mais je fais des insomnies, je fais des cauchemars, machin ». Maintenant, je suis ok. En fait, dans tous les cas, j'ai bien compris que à force de réfléchir sur ça, à force de bouillonner sur ça, ça allait pas arranger les choses, ça allait même empirer. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je suis ok en fait, c'est une partie de moi, et je me prends plus la tête avec ça. Tu sais quoi, tu te réveilles pendant la nuit, lis au pire. Tu t'instruis, tu vois, pendant ton insomnie, autant que ça serve finalement. Maintenant, je suis grave comme ça, et du coup, par contre, je me couche plus tôt, comme ça je suis pas éclatée non plus le lendemain, tu vois, et au pire, je serai fatiguée, je suis fatiguée, est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas grave. Et franchement, depuis que je fais ça, depuis que je me dis ça, la vérité, ça va quand même vachement mieux.
Les premières fois où j'ai fait des nuits sans me réveiller, les premières fois où ça m'est arrivé, j'étais en mode mais c'est une dinguerie de dormir d'une traite. Et je me souviens que j'en avais parlé à ma meilleure pote en mode meuf, genre toi tes nuits elles ressemblent à ça. Non mais attends, c'est une dinguerie en fait. Un petit truc aussi dont je voulais vous parler, c'est que un cerveau d'anxieuse, en fait, il interprète tous les signes, tous les messages, tous les paroles. Le pire, ça va être les SMS. Un point va être mal interprété, un message un peu froid va être interprété. Ça, c'est un truc que je faisais avant. Maintenant, je le fais plus du tout. Parce que quand je relis moi-même les messages que j'envoie, en fait, je fais pareil. Et je voulais, en gros, vous faire un tableau. Et tu peux le faire aussi en mode si t'es hyper dépendante affective. Mais c'est ce que je pense, VS, en fait, c'est quoi la réalité. Par exemple, il va pas répondre directement. Ce que je pense, il m'ignore, il en a marre, cerveau anxieuse, mais en fait la réalité, il est occupé, son tel, il est juste en silencieux. Ça c'est un truc que j'ai fait et que je faisais souvent et je trouve ça hyper cool comme exercice. Dernier point que je voulais aborder, c'est que l'anxiété et les angoisses de façon générale, ça s'accompagne d'un manque de confiance en soi énorme. Là-dessus, j'ai fait tout un épisode sur la confiance en soi, donc je vais pas répéter. Je te laisse aller l'écouter, parce que tous les conseils que je donne dedans, ils sont assez intéressants, mais franchement, s'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est t'excuses pas d'être toi-même. C'est ce qui fait que tu es toi, que tu es unique, et c'est ok de pas plaire à tout le monde. Les bonnes personnes pour toi resteront, et les mauvaises partiront. Et quand tu comprendras ça, tu seras hyper ok avec toutes ces relations-là. Je sais que t'as peur d'être rejeté, je sais que tu surinterprètes la moindre situation, et que t'y penses continuellement. Mais dis-toi que tout arrive pour une raison et que les mauvaises personnes, elles s'en iront. Et si elles ne restent pas, c'est qu'elles ne sont pas faites pour toi en fait. Et je sais que t'as peur de pas avoir le contrôle sur la situation. Je sais ce que c'est, je suis une énorme contrôle freak. Mais tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas contrôler les autres. Tu peux pas contrôler ce qui se passe dans le monde. Et un petit conseil que je peux te donner, c'est communique, parce que dire les choses, ça désamorce énormément de problèmes. Parce que sinon, ton cerveau, il va créer les réponses tout seul, et c'est rarement les bonnes, et c'est rarement très positif. Parce qu'il voit toujours le négatif dans une situation ou dans le futur, alors que parfois ça peut être aussi positif, et ça peut être aussi une réponse très simple et très conne, mais juste on ne l'imagine pas. Après, voilà, l'anxiété, l'angoisse, etc., ça peut aussi créer des troubles bien plus profonds, genre l'agoraphobie, la dermatillomanie, l'escarification, les TOC, l'hypocondrie, qui est d'ailleurs un vrai trouble mental, je tiens à préciser, etc., etc. Mais je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que de 1, je suis pas médecin et tu soignes ça par de la thérapie, tout simplement. C'est vraiment la seule solution. Pour finir cet épisode, j'avais bien envie de vous partager mes petits tips. Toutes ces petites choses qui m'ont quand même bien aidé à surmonter mon anxiété et à aider quand je suis en plein milieu de mes angoisses. Déjà, il y a une diff entre traiter à long terme et juste, là, à court terme, stopper une crise d'angoisse ou un cercle un peu vicieux, quoi. Déjà, quand tu fais des crises d'angoisse à répétition, quand t'as une période un peu compliquée, le but, c'est de les calmer sur le moment T. Pour le reste, tu verras après, tu verras plus tard, le lendemain, qu'est-ce qu'on peut faire à long terme pour régler ça. Là, sur le moment T, il faut juste se concentrer sur calmer maintenant. Déjà, écoute-toi. Là, maintenant, de suite, t'as envie de quoi ? T'as besoin de quoi ? Qu'est-ce qui te ferait du bien ? Qu'est-ce qui te fait du bien de manière générale ? Qu'est-ce qui t'apaise ? L'eau, par exemple. L'eau, ça a été prouvé scientifiquement que ça apaise énormément. Et pour moi, ça a toujours été l'eau. Et l'eau, ça m'a toujours apaisée. Il y avait des périodes, quand j'étais en médecine, où je faisais tellement de crises d'angoisse à répétition, mais on parlait de genre 6 crises d'angoisse dans la journée, c'était énorme. Et bien je prenais 6 douches dans la journée. Je me foutais sous l'eau, la gueule sous l'eau, et ça m'apaisait mes limites instantes. Quand je suis dans une période hyper anxieuse, maintenant j'habite à côté de l'océan, je vais voir l'océan, je vais me plonger sous l'eau, je vais me baigner. À chaque fois que je suis en plongée sous-marine, je ressors, je suis défoncée, parce que ça m'apaise de ouf en fait. Déjà tu peux essayer ça. Mais il y a plein d'autres choses. Si pour toi, calmer les crises d'angoisse, c'est le vélo, va faire du vélo. Y a plein de choses comme ça que tu peux essayer, tu peux aller voir sur internet si tu veux. Écrire, ça libère énormément les pensées. Mettre à plat ce que tu penses, même si c'est brouillon, même si ça n'a ni queue ni tête, c'est quand même vachement efficace. Ça te paraît peut-être ridicule, mais en fait on s'en fiche. Personne le lira. Personne lira ce que t'es en train d'écrire, même toi t'es pas obligé de le relire. Juste ça extériorise, tu sors un peu tout ça de ta tête, tu le poses à plat, et très sincèrement ça décharge énormément. Et en mettant à plat les choses, en écrivant les choses, parfois aussi tu te rends compte que certaines situations elles sont pas si graves, et c'est juste ton cerveau qui en a fait des proportions mais immenses.
Le sport, c'est un énorme banger pour l'anxiété. C'est en fait une libération d'endorphines immense. Ça réduit le stress, ça détend les muscles, donc ça réduit et ça détend le plexus solaire. Et après, en vrai, on est tellement fiers de soi de quand on a fait une petite séance de sport parce que même si tu fais ça que pour 15 minutes, 20 minutes, bah, tu fais déjà plus que si t'avais rien fait. Un point important que je voulais rappeler et que je dis tout le temps, mais le cerveau c'est un muscle et il se travaille. T'en fais ce que tu veux. Avec beaucoup d'insistance et de persévérance, tu fais ce que tu veux de ton cerveau. Faut juste le forcer, faut juste te forcer. Et ça demande un peu de temps et de la patience. Je sais que là, t'es au milieu de ton angoisse, t'es au milieu de ton anxiété. Là, te dire je vais aller courir un tour du pâté de maison, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais pourtant il faut que tu te forces parce que ton cerveau, il va capter ça, il va capter que ça te fait du bien et à force, tu le feras sans même te forcer, entre guillemets, tu le feras juste par envie en fait. Parce que tu capteras que ça fait du bien à ton mental, ça fait du bien à ton cerveau. Je sais que c'est dur de vouloir s'en sortir et c'est dur de se donner un coup de pied au cul pour s'en sortir. Parce que, ben voilà, on y trouve un certain confort aussi dans cet état. On est habitué à être ainsi et ben, c'est vraiment sortir de sa zone de confort que de vouloir s'en sortir. Et se soigner, ça se fera pas du jour au lendemain. Donc c'est dur de se dire aussi que ça demande vraiment de la patience. Et ça demande de se confronter à toutes ces insécurités, de faire ressortir tous les traumas. C'est pas confortable de guérir. Et d'ailleurs, je voulais faire un épisode sur la guérison et je vais le faire, je pense, un jour. Mais faut être prêt, hein. C'est pas facile. Mais dis-toi que à long terme, ça vaut tellement le coup. Parce que tu peux pas rester dans cet état jusqu'à la fin de ta vie. Et tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de la tête de l'eau, même si t'as l'impression de te noyer. Et dans tous les cas, la seule solution à long terme, dans tout ce que je viens de dire, dans tous les tips que je viens de donner, il y a une seule solution, quand même, à long terme, c'est la psychothérapie. Alors oui, ça fait peur. Oui, t'y vas avec une immense boule au ventre et ça fait peur et tu te sens que t'es pas prêt. Tu seras jamais prêt. Ça demande un énorme coup de pied au cul que d'aller consulter, mais c'est tellement mieux que de rester toute sa vie dans cet état, non ? Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je suis pas partie trop loin parce que là je suis en train de voir le temps que j'ai mis à enregistrer. Waouh. Mais bon, dans tous les cas, je sais qu'avec le montage ça va quand même bien réduire. Mais ça a tellement fait partie de ma vie pendant longtemps et que maintenant c'est plus un big deal que si je peux aider, si je peux donner mes tips, si je peux te dire, sachant que moi pendant des années ça a été 5-6 crises d'angoisse par jour, c'était quotidien et que j'ai réussi à m'en sortir et j'ai réussi à me dire tu peux le faire, que toi aussi tu peux le faire en fait. Et tous ces petits tips-là, j'espère que ça va t'aider à remonter et à ressortir la tête de l'eau, en fait, surtout. Parce que vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien d'être dans l'état dans lequel je suis là maintenant et que ça aille mieux. Alors, ça reste une partie de moi. Hein. Je fais quand même toujours de l'anxiété, des angoisses. Mais juste, j'ai capté comment m'aider. J'ai capté ce qui me fait du bien. L'écriture, le sport, le yoga, l'eau, tout ça, c'est tout ce que je disais à la fin. Tout ça, c'est des choses qui me font énormément de bien au quotidien. Et que je me force vraiment à avoir dans ma routine, parce que je sais que si je l'enlève de ma routine, je repète un câble en fait. N'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Je partage énormément de choses et des choses qui sont beaucoup plus visuelles, parce que là c'est surtout ma voix. Je vais essayer de vous faire des petits diagrammes, des petits schémas, de choses à écrire, de choses à faire pour se faire du bien pour son cerveau, etc. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à aller écouter d'autres épisodes, tous ceux dont je parlais là dans l'épisode ou d'autres qui pourraient t'intéresser. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes l'épisode. Et je te dis à dans 2 semaines pour le prochain. Ciao!